Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Je vous espère en pleine forme pour continuer notre exploration de la poésie. Et nous allons continuer à travailler sur les poètes du XXe siècle. Pour cela, je vais te présenter un nouveau poète que tu ne connais pas encore. Ou peut-être que tu en as déjà entendu parler, et tu as peut-être même déjà travaillé sur certaines de ses poésies. Ce poète, c'est Raymond Queneau. C'est un poète du XXe siècle. Il a beaucoup travaillé sur la poésie, sur les mots. Il a fait des romans également, où il s'amuse avec les lettres, avec les mots, avec la langue. Je te laisse découvrir ce poème. Pour un art poétique. Prenez un mot, prenez-en deux, faites-les cuire comme des œufs. Prenez un petit bout de sens, puis un grand morceau d'innocence. Faites chauffer à petit feu, au petit feu de la technique, versez la sauce énigmatique. Saupoudrez de quelques étoiles, poivrez et mettez les voiles. Où voulez-vous donc en venir? À écrire? Vraiment, à écrire. Alors, poésie, peut-être que tu as déjà lu, peut-être pas. Alors comment est-elle faite? Est-ce qu'on reconnaît des strophes? On reconnaît une grande strophe ici. Et puis une deuxième, séparée. On a bien des vers. A-t-on des rimes? Oui. De, sens, innocence, technique, énigmatique, étoile, voile. On est bien sur une forme assez classique de poésie. En revanche, pas de ponctuation, sauf sur la dernière strophe. Des vers assez réguliers. Prenez un mot, prenez-en deux. Faites-les cuire comme des œufs. C'est assez régulier. Je vais te demander maintenant de prendre ton cahier, une feuille, et de recopier tous les verbes de ce poème. Je te laisse quelques instants. Tu relèves, tu les écris. Alors, tu as eu le temps de les recopier? Bon, regardons ça. Prenez un mot, prenez-en deux, faites-les cuire. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais te les lire. On va mettre la dernière strophe, qui d'ailleurs est un petit peu à part, tu l'as constaté, de côté pour le moment. Et je vais simplement te lire les verbes que nous avons relevés. Prenez, faites-les cuire. Prenez, faites chauffer. Versez, saupoudrez, poivrez et mettez. Tiens. Faites chauffer, versez, saupoudrez. Tu as déjà entendu ces verbes? Mais est-ce que tu les as entendus dans une poésie? Non. À quel moment aurais-tu entendre ce genre de verbe? Verser, saupoudrer, poivrer. Ah oui, tu as raison, c'est vraiment des verbes que d'habitude on utilise dans les recettes de cuisine. Et en plus, regarde, prenez, faites-les cuire, faites chauffer, versez. Ils sont conjugués à l'impératif. Si tu regardes une recette de cuisine, finalement, on a ce genre de verbes. Et là, Raymond Queneau les utilise dans sa poésie. On va essayer de voir s'il y a d'autres mots dans sa poésie qui sont aussi du registre, du lexique de la cuisine. Essaye de revoir, est-ce qu'à part ces verbes qui sont conjugués à l'infinitif, à l'impératif, comme dans une recette de cuisine, il y a d'autres mots qui nous font penser à une recette.
Je te laisse essayer de les repérer. Alors, on avait les verbes. Et si on regarde encore, faites-les cuire comme des œufs. Preuve du contraire, les œufs, c'est un petit peu en cuisine quand même. Hein. Un petit bout de... Oui, quand je prends un petit bout de pain, un petit bout de... On est encore dans la recette. Un grand morceau. Faites chauffer à petit feu. On est dans le registre de la cuisine. Versez la sauce. Alors, je ne comprends pas. On est dans un poème ou dans une recette de cuisine? Là, effectivement, on voit bien que Raymond Queneau a construit son poème comme une recette de cuisine. Il a utilisé les verbes, le lexique, il a utilisé le temps. Mais quand on fait une recette de cuisine, c'est pour faire quelque chose. Par exemple, on va faire une tarte aux pommes. Mais là, ce n'est pas une tarte aux pommes qu'il veut faire. Qu'est-ce qu'il veut faire finalement? Où voulez-vous donc en venir? À écrire. En fait, il nous donne une recette, certes, mais pas de cuisine, mais une recette pour écrire. Et finalement, quels sont les ingrédients de cette recette? Ce n'est pas les œufs, ce n'est pas les pommes. Eh bien, ce sont les mots, puisqu'il veut en venir à écrire. Et là, il utilise un mot, il lui met du sens et il construit son poème. Rappelle-toi le titre, Pour un art poétique. Et à quel moment, quels sont les mots qui font que tout à coup, on n'est plus dans la recette de cuisine, mais on est bien dans une recette pour écrire, pour la poésie. On a les mots, et puis on a le sens, l'innocence. Alors au petit feu, oui, mais au petit feu de la technique. Ça demande une certaine technique pour écrire. La sauce énigmatique, c'est pas toujours ce qu'on dit. On va laisser un peu de mystère dans son écrit, saupoudrer de quelques étoiles. Et là, tout à coup, on passe de la recette à la poésie, à la magie des mots. On utilise les mots, et lui, il nous donne cette recette comme une recette pour écrire de la poésie. Et c'est aussi ça la poésie, c'est prendre des mots, mettre du sens, de la technique, pour ensuite créer des poésies. Rappelle-toi, nous avions travaillé sur Pierre Coran et les mots, l'image devenait magie. Mais finalement, les mots deviennent poésie. On peut prendre des mots, on les utilise, et bien utilisés, on fabrique de la poésie. Là, je vais te présenter un autre poète qui s'appelle Eugène Guillevic, qui a vécu à peu près au même moment que Raymond Queneau. Et lui aussi s'interroge sur les mots, sur la poésie. Et je vais te lire son poème. En somme, avec les mots. Dès le titre, on sait de quoi on parle. C'est comme avec les herbes, les chemins, les maisons, tout cela que tu vois dans la plaine et que tu voudrais prendre. Il faut les laisser faire. Par eux se laisser faire. Ne pas les bousculer, les contrarier, mais les apprivoiser en se faisant soi-même apprivoiser. Les laisser parler, mais, sans qu'ils se méfient, leur faire dire plus qu'ils ne veulent, qu'ils ne savent, de façon à recueillir le plus possible de vieilles sèves en eux, de ce que l'usage du temps a glissé en eux de concret. On est bien sûr, là encore, une forme extérieure de poésie. Les strophes sont clairement définies, on sait de quoi on parle des mots. Y a-t-il des rimes dans ce poème? Regardons. Eh bien, en fait, il faut les laisser faire, par eux se laisser faire, on a même le même mot. On a également ne pas les bousculer, les contrarier, soi-même
apprivoiser, et puis c'est tout. Là, on n'a pas d'autre rime. Finalement, c'est une poésie qui n'a pas de rime, qui a des strophes, qui a des vers. Et puis, si je regarde un petit peu, il faut les laisser faire, ne pas les bousculer, les contrarier, soi-même apprivoiser. Alors là, pas de régularité du tout dans les syllabes. Et c'est justement ce qu'on appelle le vers libre. Un vers libre, c'est un vers qui n'a pas de régularité. Et là, dans sa poésie, Guy Yvic, justement, il construit des strophes, il utilise des vers, mais qui sont libres. Regardons un petit peu comment il utilise, lui, les mots. Il faut les laisser faire, par eux se laisser faire. Quand on dit « il faut », il nous donne un mode d'emploi. Dans un mode d'emploi, on nous dit ce qu'il faut faire. Et c'est justement ce qu'est en train de faire Guy Yvic. Un petit peu comme Raymond Queneau. Raymond Queneau, c'était clairement identifié comme une recette de cuisine. Bien là, à la manière de Raymond Queneau, lui aussi nous dit ce qu'il faut faire avec les mots. Mais il ne le dit pas de la même manière. Ce n'est pas une recette de cuisine, plutôt des injonctions. Il faut. Il nous dit ce qu'on doit faire. D'ailleurs, il faut les laisser faire, par eux se laisser faire. Ne pas les bousculer, les contrarier. Et tous ces verbes sont à l'infinitif, comme dans un mode d'emploi. Et là, il nous dit comment utiliser les mots. Pourquoi faire ? Lui aussi, pour les utiliser, bien sûr. La laisser parler, mais sans qu'ils se méfient. Les faire dire plus qu'ils ne veulent, qu'ils ne savent, de façon à recueillir le plus possible de vieilles sèves en eux. Lorsqu'on regarde un petit peu les mots qu'il utilise, les verbes, on a l'impression que les mots sont vivants, comme si c'était des petits animaux qu'il fallait apprivoiser pour les utiliser, sans les effrayer, y aller tout doucement. Et dans quel but ? De façon à recueillir le plus possible de vieilles sèves en eux. La sève, tu sais, c'est ce qu'il y a dans les plantes, dans les arbres, et ce qui leur permet de vivre. Et là, que nous dit Guy Yvic ? Il nous dit les laisser parler, mais sans qu'ils se méfient, leur faire dire plus qu'ils ne veulent. Alors qu'on va prendre un mot, on va le manipuler, l'apprivoiser pour finalement lui faire dire plein de choses, plus que lui-même ne voulait le dire. Tu te rappelles pas quelque chose ? Un mot qui fait un autre mot. Pierre Coran utilise les anagrammes, tu te souviens ? Est-ce que finalement, lorsqu'il fait des anagrammes, il n'est pas en train de leur faire dire plus qu'ils ne veulent ? Je prends le mot neige. Il devient génie. Et puis, lorsque je regarde la poésie de Philippe Soupeau, par exemple, où il utilise fin et fin, les homonymes, est-ce que lui-même n'est-il pas en train de faire dire plus aux mots ? Est-ce qu'il n'est pas en train de recueillir le plus possible de vieilles sèves en eux ? On peut s'interroger justement, est-ce que là, Guy Yvic, dans ce poème, n'est-il pas en train de nous dire un peu ce que doit faire le poète ? Comment il doit se comporter ? Il utilise les mots, il les apprivoise, et il en fait dire beaucoup plus qu'il n'y paraît. Et ce qu'on a un petit peu vu aussi cette semaine, c'est que parfois on va lire une poésie en premier, et puis on ne comprend peut-être pas toujours, et puis on s'y intéresse un peu plus près, on creuse un petit peu, on essaye d'étudier les mots, et là, tous les sens deviennent importants, deviennent concrets, et on comprend encore plus de choses qu'il n'y paraissait au départ. Moi, ce que je te propose, c'est d'essayer de recueillir la vieille sève du mot vert. Ce mot, vert, qu'est-ce qu'on peut lui faire dire ? On peut lui faire dire plein de choses. Vert, vert, vert. Ah, les homonymes, ça te rappelle quelque chose ? Alors, le mot vert comme ça, avec ses deux R-E, c'est le verre avec lequel on boit. Mais y en a-t-il d'autres ? Les vers de la poésie. C'est encore vert. On recueille, on essaye d'aller plus loin dans ce mot.
Est-ce que tu te souviens d'autres encore? La fameuse pantoufle de verre. Tu te souviens de son orthographe? Verre. V-A-I-R. Il y en a d'autres. La couleur. Le vert, effectivement. Et puis, est-ce qu'il y en a encore un? Le ver de terre, qui effectivement est encore un homonyme du mot vert. Et là, par le jeu de l'homonymie, on va plus loin avec ce premier mot. On peut faire autre chose encore. Ce mot vert, ces lettres, on va essayer de les transformer. Les anagrammes, tu te souviens, sans une lettre de trop, leur faire dire autre chose. On va utiliser ce mot, essaye de remettre en place les lettres, de les déplacer et de trouver un autre mot. Je te laisse réfléchir un petit peu, essaye de trouver l'anagramme du mot vert. Dans l'anagramme, je t'aide un petit peu, il faut que tu ajoutes un accent, pas une lettre. Alors, tu as trouvé? Eh bien, c'est le mot rêver. On retrouve les deux R, les deux E et le V. Le mot vert devient rêver. Tu vois que là, on a recueilli la vieille sève, on est allé plus loin avec ce mot. Et puis, rappelle-toi du poème de Maurice Carême, le verre d'eau plein de lumière, la fine pantoufle de verre, et il y a moi, tête en l'air, qui dit toujours tout de travers. Là, tu vois, là, la manière de ce que nous demande Guillevic, c'est qu'on a utilisé un mot, et puis on a essayé de le tirer dans un sens, de l'autre, on l'a manipulé, on a utilisé une poésie pour aller le plus loin possible avec ce mot. On l'a utilisé dans une poésie. S'il y a ces homonymes, et nous allons faire une dictée suite à cela. Cette dictée, elle va s'inspirer de la poésie justement de Guillevic. À sa manière, elle va être sous forme de verbe à l'infinitif. Donc interroge-toi à chaque fois, comment on écrit l'infinitif des verbes. Et puis elle s'intitule « Pour écrire un poème », un petit peu à la manière de Raymond Queneau et de Guillevic mélangés. Je te la lis et ensuite tu pourras l'écrire. Pour écrire un poème, prendre des mots pour leur beauté, leur musique, leur rythme. Puis se laisser faire, se laisser charmer, envoûter. Écrire en vers libre ou non, avec ou sans rime. Et laisser opérer leur magie. Tu vois, il y a beaucoup de verbes à l'infinitif. Ça peut t'aider justement pour leur orthographe. Pour écrire un poème, virgule. Pour écrire un poème, virgule. Prendre des mots, virgule. Pour écrire un poème, virgule. Prendre des mots, virgule. Pour leur beauté, virgule. Leur musique, virgule. Leur rythme, point. Pour écrire un poème, virgule. Prendre des mots, virgule. Pour leur beauté, virgule. Leur musique, virgule. Leur rythme, point. Puis se laisser faire, virgule. Puis se laisser faire, virgule. Se laisser charmer, virgule. Puis se laisser faire, virgule. Se laisser charmer, virgule. Envoûter, point. Puis se laisser faire, virgule. Se laisser charmer, virgule. Envoûter, point. Écrire en vers libre ou non, virgule. Écrire
en vers libre ou non, virgule, avec ou sans rime, point. Écrire en vers libre ou non, virgule, avec ou sans rime, point. Et laisser opérer avec ou sans rime, point. Et laisser opérer leur magie, point de suspension. Et laisser opérer leur magie, point de suspension. Je relis en entier la dictée. Pour écrire un poème, virgule, prendre des mots, virgule, pour leur beauté, virgule, leur musique, virgule, leur rythme, point. Puis se laisser faire, virgule, se laisser charmer, virgule, envoûter, point. Écrire en vers libre ou non, virgule, avec ou sans rime, point. Et laisser opérer leur magie, point de suspension. D'habitude, pour te relire, je t'encourage à repérer les verbes conjugués. Et là, évidemment, il n'y en a pas puisque ce sont des verbes qui sont à l'infinitif. Donc justement, réfléchis bien à la fin de ces mots puisqu'ils sont à l'infinitif. Repère les groupes nominaux, singuliers, pluriels, afin de faire les accords nécessaires. Je te laisse quelques instants pour te relire. Regardons ensemble. Alors, on repère tous les verbes en infinitif. Écrire, prendre, se laisser charmer, envoûter. Alors là, tu as repéré l'accent circonflexe. Écrire et laisser opérer. Alors là, effectivement, tous les verbes du premier groupe se terminent bien en ER. J'espère que tu y as pensé. Ensuite, est-ce qu'on peut repérer les groupes nominaux? Des mots. Pour leur beauté, leur musique, leur rythme. C'est difficile le mot rythme. Il y a le Y et le TH. Écrire en vers libre ou non, comme le poème de Guy Evic. Et les vers sont nombreux, donc les verbes libres est au pluriel. Et avec ou sans rime. Et laisser opérer. Ah, on avait oublié ce verbe-là. Opérer. Leur magie. Tu te souviens du mot magie. Bien. On va continuer. Et puis, je vais te proposer ce petit exercice. Tout à l'heure, avec Raymond Queneau, on avait pour un art poétique. Parce que la poésie, l'écriture, c'est son art. Et il nous donnait les ingrédients d'une poésie, d'un poème. Ce que je te propose, c'est que nous inspirions de sa poésie, mais cette fois, on va utiliser le champ lexical d'un autre art. Mélodie, chanter, notes, accompagnement, technique, chanter, rythmique, instrument, arrivé, l'harmonie musicale. Tu as bien compris que nous étions dans le champ musical de la musique. Comme la poésie, la musique est un art. Alors, si on était à la place d'un chef d'orchestre, qu'est-ce que l'on pourrait utiliser? Quelle recette on pourrait utiliser pour faire un art musical? Je te laisse replacer les mots en essayant de compléter ce poème à la manière de Raymond Queneau.
nous sommes dans un art musical. Donc, quel est le matériel, le matériau? Prenez une note. Prenez un petit bout d'instrument, puisque nous sommes dans un art musical. Puis un grand morceau alors, on trouve la rime avec instrument, l'accompagnement, pour faire l'ensemble du son. Faites chauffer à petit feu, au petit feu de la technique, versez la sauce. Et oui, rythmique, on donne du rythme. On avait le mot tout à l'heure dans la dictée, hein. Avec les mots, on donne du rythme, et avec les notes, bien évidemment aussi. Saupoudrez de quelques mélodies, poivrez et mettez l'harmonie, pour que ça soit harmonieux, que ça sonne bien, juste à l'oreille. Et à quelle recette? Eh bien, on veut arriver à chanter. Je te propose un autre poème, et cette fois, un autre art. On a vu l'écriture, on a vu la musique. Quel autre art? Là, tu le vois, hein, on a le champ lexical. Peindre, dorure, pinceau, une toile, couleur, douceur, atteindre, peindre. Et donc là, on est sur la peinture. Et donc, l'adjectif qui va convenir, c'est l'art pictural. Comme tout à l'heure, essaye de compléter le poème avec les mots qui sont là. N'oublie pas, hein, pour garder l'harmonie, on utilise des rimes. Donc, puisque nous sommes dans la peinture, il faut tout d'abord prendre un pinceau. On va y mettre un petit peu de dorure, de la teinture, au petit feu de la douceur, verser la sauce en couleur, puisque tu vois le tableau qui est en train de se peindre. Saupoudrer de quelques pigments, c'est ce qui permet la couleur. Mettez une toile devant. Et à quoi veut-on en venir? Eh bien, on veut arriver à peindre. C'est un exemple, tu peux t'amuser à en faire d'autres. Hein. Si tu as une passion, tu prends la structure du poème et puis tu t'amuses à mettre un autre champ lexical. Alors, tout à l'heure, on a trouvé le mot vert. On a essayé de tirer au maximum pour en sortir tout ce qu'il pouvait nous dire. On va essayer de faire la même chose avec le mot « mais ». Alors, pour t'aider, je t'ai mis des illustrations, parce que, comme le mot vert, il y a de nombreux homonymes que l'on peut faire avec le mot « mais ». Là, c'est la conjonction « mais », qui veut dire l'opposition. Alors, ici, tu vois des clochettes, et nous sommes au mois de... Eh oui, nous sommes au mois de mai. Tu remarques qu'il n'y a pas de S. Ce sont des mets. Lorsque l'on mange quelque chose, un festin, eh bien, c'est, au lieu de dire plat, lorsque c'est quelque chose de très fin, on appelle ça des mets. Et tu notes l'orthographe. Et ce mot, même au singulier, garde le S. Un mets délicieux s'écrira de cette manière. Il met ses chaussures. On est dans le verbe mettre, avec il au singulier. Et en parlant de chaussures, si ce personnage dit que ce sont ses chaussures, ce sont les siennes. Il va donc dire ce sont mes chaussures. De la même manière, là on a vu les homonymes, on a une autre façon de faire, tu te souviens, c'est les anagrammes. Essaye de trouver l'anagramme du mot mais. On l'a déjà vu, hein. Dis-toi simplement qu'il est au pluriel, ça peut t'aider. Tu as trouvé? Eh bien, c'était le mot ami. Avec tout cela, je me suis amusée à écrire une petite phrase. Au mois de mai, il met ses plus beaux habits et dit « Mes amis, allons déguster ces mets ». Tu vois, on a utilisé l'ensemble des homonymes, on a tiré tout ce qu'on pouvait de ce mot
pour l'exploiter au maximum, tu peux t'amuser à le faire avec d'autres mots, à essayer de trouver des petits poèmes, des homonymes, des anagrammes, et tu t'amuses avec les mots. Cette séance est terminée, j'espère que tu t'es amusé, que tu pourras réexploiter tout ce que l'on a dit sur la poésie, sur le vocabulaire, sur les mots. Et en attendant, je te dis bonne fin de journée et à bientôt.